Ici Satou. Quand je voyageais dans un nouveau pays, je me renseignais toujours sur Internet au préalable. Dans ce monde parallèle, la principale source d'information est le oui-dire, ce n'est donc pas entièrement fiable, mais cela peut être intéressant à sa manière. On est presque à Labyrinth City, non? Presque là, répondis-je tandis qu'Arisa s'agitait et jouait avec ses cheveux lilas et soyeux. Tous les autres passagers du wagon semblaient aussi impatients qu'elle. Et même, excitée. Mia, qui regardait par la fenêtre en fredonnant un air, me regarda d'un air joyeux. En tournant la tête, ses couettes bleues claires flottèrent dans l'air, dévoilant ses oreilles d'elfe légèrement pointues. Swishy, les cheveux de Mia s'agitèrent dans le wagon bondé, mais Tama, aux cheveux blancs et aux oreilles de chat, les évita facilement. Elle portait une armure de cuir par-dessus sa tenue rose. Aïe, monsieur, la natte perdue heurta Pochi, la brune aux oreilles de chien, qui laissa échapper un gémissement exagéré. Sa tenue était assortie à celle de Tama, bien que d'une couleur différente. Désolé, aucun problème, monsieur. Pochi sourit à Mia, d'un air contrit. Maître, j'entendis Lulu m'appeler, alors j'ouvris la trappe pour jeter un coup d'œil sur la place du cocher. Lorsqu'elle se tourna vers moi, ses beaux cheveux noirs ondulaient sous son voile, captivant mon attention. Si je n'avais pas déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre, et si elle n'était pas une collégienne, je serais tombée amoureuse d'elle en une seconde. Les habitants de ce monde n'ont aucun goût s'ils trouvent cette charmante jeune femme peu attirante. Lulu portait un voile, non pas pour cacher son visage, mais pour protéger ses cheveux et sa peau du soleil et de la poussière. Il y a une caravane arrêtée plus loin, je vous signale. Cette déclaration monocorde venait de Nana, impassible comme toujours. Bien qu'elle paraisse d'une beauté plantureuse, c'est en réalité un homoncule de moins d'1 an. Elle chevauchait un rhinosaure, une créature semblable à un rapace, ce qui provoquait toutes sortes de sauts rythmés. Voulez-vous que Nana et moi allions enquêter? De l'autre côté du chariot, chevauchant un autre rhinosaure, Lisa, de la tribu des écailles oranges, semblait galante, tenant les rênes avec assurance. Hormis sa queue reptilienne et les écailles oranges autour de son cou, de ses poignets, etc. Elle ne semblait guère différente d'une humaine normale. Attendez une seconde, j'ouvris la carte pour examiner cette soi-disant caravane. Il s'agissait d'un groupe d'une trentaine de personnes, leurs bagages transportés par des bêtes de somme appelées Serdle. La personne responsable était une princesse. La princesse d'une petite nation appelée le royaume de Nolork voyageait dans le chariot au milieu, et les personnes conduisant le Serdle n'étaient pas des marchands, mais des soldats du royaume de Nolork. Ils devaient aussi surveiller la princesse. Il y avait un chevalier et un écuyer, tous deux montés sur des montures appelées cerfs à grandes épines. Les carrosses, quant à eux, étaient tirés par des créatures de la taille de jeunes éléphants, appelés cerfs à petites épines géantes. On dirait que c'est la princesse du royaume de Nolork et ses compagnons. Tout droit venu de l'extrémité occidentale? Serait-ce un cortège nuptial? Arisa jeta un coup d'œil curieux. D'après ce qu'elle me raconta plus tard, Nolork était situé près du centre du continent, entouré d'autres petites nations. À l'ouest s'étendait un vaste désert inhospitalier, d'où l'expression « l'extrémité occidentale ». Nolork était encore plus au nord que le marquisat d'Eluette, juste au nord de la cité du labyrinthe. Mia secoua la tête. Des explorateurs, j'en doute, ces petits royaumes ne laisseraient jamais une jeune femme gravir les échelons. Arisa était une ancienne princesse du royaume de Kuvork, où elle n'avait pas pu trouver de précepteur, car apprendre était inutile, et avait dû étudier la langue elle-même. Mais l'Alaki était gouvernée par une reine, alors je suppose que cela dépend vraiment du lieu et de l'époque, même dans ce monde. Je me suis souvenu des événements survenus il n'y a pas si longtemps sur la route du sucre dans les mers du Sud. On aurait dit que c'était hier que nous avions secouru Rei, amnésique, dans les îles Dragons des mers et voyagé sous les tropiques. Ce voyage m'a apporté plein de souvenirs savoureux, comme des fruits tropicaux frais, des bonbons fabriqués dans une sucrerie et le rhum que j'avais bu dans un bar avec des marins, mais le thon était sans conteste le plus mémorable. L'eau au taureau d'un thon géant fraîchement pêché. Rien que de me souvenir de ce délice fondant en bouche, j'en bavais presque. Oh, et nous avons aussi déjoué les plans du roi squelette pour ressusciter la patrie de Rei, l'île flottante de l'Alaki, et conquérir le monde. J'aurais vraiment aimé emmener Rei et sa sœur adoptive, Yuneya, avec nous, mais être à proximité de labyrinthes ou de grandes foules de personnes aurait été nocif pour la santé de Rei, alors elles sont restées dans les îles du Sud. Bien sûr, une fois installées à Labyrinth City, j'avais prévu de leur rendre visite en allant voir Mademoiselle Aaz au village des elfes. Pourtant, je parlais presque tous les jours à des amis comme Mademoiselle Aaz et Rei grâce au sort de magie spatiale téléphone, si bien que je ne les avais jamais sentis bien loin. Les grains de sable dans le vent me ramenèrent à mes souvenirs. Ça doit être le vent du désert. Un désert? Demanda Lulu. Oui, il y a un grand désert au-delà de la crête que l'on peut voir au-delà de Labyrinth City. Des plantes épineuses appelées Veria,
qui ressemblaient à de l'aloès ou à des cactus, poussaient éparses de chaque côté de l'étroite route empruntée par notre carrosse. Les Verias poussaient dans tout le bassin où se trouvait Labyrinth City. Dans la zone autour de la crête, au-delà, se trouvaient des monstres végétaux appelés Veria maléfiques, qui ressemblaient à des plantes géantes. D'après ma carte, de nombreuses barrières avaient été dressées autour de la ville pour empêcher l'invasion des Verias maléfiques. Oh, c'est donc pour ça que l'air semble si sec. Pas assez d'humidité. J'ai épousseté un peu de sable dans les cheveux d'Arisa et de Mia, puis j'ai détourné les yeux de la Veria pour me tourner vers le chemin devant nous. Au-delà du groupe de la princesse, les hauts et épais murs de la cité du labyrinthe laissaient une forte impression, avec d'immenses statues au visage de pierre se dressant de chaque côté de la porte. Miaou, waouh, monsieur. Tama et Pochi ont jeté un coup d'œil depuis l'intérieur du carrosse. Des géants, tellement gros, monsieur. Ils ont tous deux pointé du doigt les statues de pierre assises. Même assises, leur tête était toujours au niveau du mur de 9 mètres de haut. Ce sont des golems de pierre, à ce que j'ai entendu. Ils ont l'air plutôt costauds. Je ne sais pas si même ma lance magique fonctionnerait. Je pense que le mieux serait de les frapper d'abord avec de la magie, puis... En entendant la remarque de Nana, Lisa a naturellement commencé à élaborer une stratégie. Dans ma vision, ils étaient représentés comme des géants de pierre. Ils étaient de niveau 43, donc ils devaient être les gardiens de ces livras. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient de l'autre côté du labyrinthe. Oh là là, ça paraît vraiment réel. Bientôt, je ferai mes débuts d'aventurière. Arisa se pencha face au vent, tremblant visiblement. Elle devait trembler d'excitation. Satou, Mia tira sur mon bras. C'est une grosse pièce d'argent, monsieur. Médaille? Mia avait sorti un médaillon en argent avec une fine chaîne métallique de son sac de fée. L'écran de rat indiquait qu'il s'agissait d'une clé du manoir du lierre. De Gilil. Gilil était la fée de la maison responsable du laboratoire de recherche de Trazayuya dans la forêt de Bolénan. Trazayuya était le grand-père maternel de Mia et passait pour l'un des elfes les plus sages. Quel genre de médaille est-ce? Un médaillon de certification. Quand j'avais bu de la liqueur de source draconique avec Gilil, il me semblait qu'il avait vécu à Labyrinth City comme assistant de Trazayuya. Serait-ce la clé de la maison où vivaient les elfes lorsqu'ils séjournaient à Labyrinth City? Mia acquiesça d'un signe de tête pour confirmer ma théorie. Waouh, c'est donc une clé? On dirait presque un outil magique. Il y a même des lettres elfiques au dos. Lors de notre séjour au village elfique, Arisa avait appris à lire un peu d'elfique. Comme d'habitude, elle était dévouée à sa soif de connaissance. Voyons voir. Bon, celle-ci signifie « magie ». La suivante pourrait être « flux ». Murmurant pour elle-même, Arisa canalisa nonchalamment de la magie dans la médaille. Ah, Mia tendit la main, alarmée. J'aurais pas dû faire ça? Arisa arrêta rapidement le flux de sa magie, mais à en juger par le bruit, c'était un peu trop tard. Ah, les statues de ces livres bougent. Courez, on va être écrasés. Devant eux, les habitants du royaume de Nolork se mirent à hurler. Derrière eux, les deux golems assis de chaque côté de la porte se mirent à bouger et à marcher dans notre direction. Maître, ça a l'air mal, s'écria Lulu depuis la place du cocher. Elle faisait probablement référence aux golems, mais il y avait un autre problème avant cela. Les cerfs mulets du royaume de Nolork s'enfuirent en courant dans le désert parsemé de Veria, entraînant les soldats avec eux. Les cerfs licornes géants se retournèrent eux aussi pour s'enfuir si vite qu'ils renversèrent leur carrosse. Le chevalier et l'écuyer avaient réussi tant bien que mal à maîtriser leur cerf licorne. Pendant ce temps, les golems s'agenouillèrent et s'inclinèrent humblement. Regardez, nourrice, les gardiens de ces livras sont venus nous accueillir, non? Soyez prudente, princesse. Une jeune fille se tenait près d'un des chariots tombés, pointant les golems avec excitation. Elle était debout sur une courte pointe, suggérant qu'elle faisait une pause à l'extérieur du chariot. Heureusement, personne ne semblait avoir été emporté par le fracas des chariots. Maître, nous attendions votre arrivée. Maître, nous célébrons votre retour. Deux voix elfiques sortaient du médaillon qu'Arisa tenait. Est-ce que ceci a causé cela, par hasard? Donne-moi. Tandis qu'Arisa jetait un coup d'œil prudent derrière moi, Mia hocha la tête. Acceptant le médaillon des mains d'Arisa, elle le tendit au golem. Plus petit que je parle au nom de ton maître. Nous apprécions profondément tes salutations. Cependant, tes devoirs sont de la plus haute importance, alors dépêche-toi de retourner à tes postes. Plus grand que, plus petit que compris. Plus grand que, plus petit que compris. Plus grand que, Mia parla dans le médaillon en elfique, et les golems retournèrent à leur place. Merci, Mia. Il y avait une petite inscription au dos du médaillon. Mia devait être en train de leur lire. Désolé pour mon imprudence. La prochaine fois, lis d'abord les instructions. Après avoir adressé cet avertissement à Arisa, je descendis du chariot. Les habitants du royaume de Nolork paniquaient encore, même maintenant que les golems avaient repris leur place, je dus essayer de les calmer.
Au minimum, je devais proposer de soigner leurs blessés et de leur prêter une calèche si la leur était irréparable. Oh là là, elle manque d'aplomb, mais c'est une charrette raffinée et bien faite, non? La princesse Messia du royaume de Nolork semblait impressionnée en observant l'intérieur de notre calèche. Ses grands yeux expressifs rendaient amusant l'observation de son visage en constante évolution. Elle semblait avoir à peu près le même âge qu'Arisa, mais elle avait en réalité 14 ans, le même âge que Lulu. Outre son visage enfantin, ses cheveux bruns attachés en 2 courtes couettes bouclées contribuaient probablement à son air juvénile. Difficile de croire qu'elle n'avait qu'1 an de moins que mon âge officiel. Notre calèche partit avec la princesse et sa vieille nourrice. Cela nous dépassa, alors Tama et Pochi voyageaient avec Lisa et Nana sur les rhinosaures. L'intérieur était encore un peu exigu, alors je me suis aussi installée à la place du cocher. Le chevalier et l'écuyère nous encadraient comme gardes. Merci de votre aide, messire. Je suis Ravna, chevalier du royaume de Nolork. Le chevalier ôta son aume et se présenta si bruyamment que je grimaçai légèrement. Je fus surpris de voir qu'il s'agissait d'une femme. Son apparence ne ressemblait guère à celle que la plupart des gens imagineraient à l'évocation du mot « dame chevalier ». Au contraire, elle était ciselée et belle, et semblait très fiable. Je n'avais aucun doute que le roi et la reine de Nolork comptaient beaucoup sur elle. Malgré son apparence mature, elle était encore assez jeune à 24 ans. Enchantée de vous rencontrer, dame Ravna. Je suis Satu Pendragon, chevalier héréditaire de la baronnie de Muno, dans le royaume de Shiga. Je me présentais aussi poliment que possible. L'écuyère se présenta discrètement sous le nom de Ryula. C'était une jeune femme simple, à l'allure de soldat. C'est une voiture plutôt confortable, non? Certainement, princesse. Ce doit être la technologie d'un grand royaume. Dans le carrosse, j'entendais la princesse Messia et sa nourrice vanter les mérites de mon carrosse. J'avais éteint le moteur à faible puissance qui réduisait les vibrations, mais je suppose que la suspension de base et les coussins faits main suffisaient à lui donner un luxe convenable. Êtes-vous ici pour devenir exploratrice, vous aussi, princesse? Demanda poliment Arisa. Elle portait une perruque blonde pour dissimuler ses cheveux violets, la plupart des gens voyant cela comme un signe de malchance. C'est, princesse. Oui, inutile de me le rappeler. Je plaisante, bien sûr. Nous sommes venus guérir la fille du vice-roi. Intrigué par les paroles de la princesse Messia, je vérifiai ses informations sur la carte et découvris qu'elle avait le titre de prêtresse d'Eraluon et le don de souffle de purification. Elle n'était que niveau 4 et ne possédait ni magie sacrée ni la compétence oracle, juste des compétences comme étiquette. En regardant la carte, j'ai vu que la 4e fille du vice-roi souffrait de la maladie des gobelins, chronique, et d'empoisonnement au miasme, chronique. Cette dernière était affichée en gris, jusqu'à 20% de la population de Labyrinth City en souffrait, quoiqu'à des degrés divers. Il semblait judicieux de ne pas amener Rei, la demi-fantôme, car elle était sensible au miasme. Si les miasmes étaient si épais qu'ils affectaient la population générale, elle aurait certainement eu du mal ici. La maladie des gobelins semblait beaucoup plus rare, seule une poignée d'enfants nobles en étant atteints. Êtes-vous déjà médecin à votre âge, princesse? Non, mais je bénéficie de la protection divine d'Eraluon. Je peux simplement souffler sur les malades et les guérir. Impressionnant, non? Le don de souffle de purification de la princesse semblait bien utile. Au fil du temps, j'ai remarqué que la plupart des conversations que j'entendais dans le carrosse semblaient se dérouler entre Arisa et la princesse. Mia ne participait pas du tout. Ta jeune fille est plutôt réservée, non? Oui, Mia est plutôt timide, tu vois. Pas du tout, marmonna enfin Mia. Ah, alors tu vas enfin me regarder, N. Qu'est-ce que c'est? Le soudain changement de ton de la princesse me parut étrange, alors j'ouvris la trappe et jetai un coup d'œil à l'intérieur. Tiens, tu es une elfe, non? Veuillez pardonner mon impolitesse. Je suis la 6e princesse du royaume de Nolork, Messia Nolork. Je suis la plus jeune elfe de la forêt de Bolenan, Missanaria Bolenan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. La princesse s'inclina dans le carrosse exigu, et Mia hocha la tête en signe d'appréciation. J'avais oublié qu'elle avait tendance à être froide envers les gens qui ne se présentaient pas correctement. Bolenan, alors tu dois être parente du sage seigneur Trazayuya, non? Sage? Mia parut déconcertée par l'excitation de la princesse. Alors, tu vas sûrement te rendre au manoir du lierre construit par le sage lui-même, non? Monsieur, Mia hésita. C'est notre maître qui décide où nous logerons, nous ne savons donc pas encore si nous irons au manoir du lierre, répondit Arisa. J'ai sans doute entendu dire que seuls les elfes peuvent atteindre les portes du manoir du lierre, non? La princesse semblait bien connaître la cité du labyrinthe. J'ai cherché sur la carte, mais je n'ai vu aucun bâtiment appelé le manoir du lierre. Peut-être a-t-il été détruit après le départ de Gilil, ou peut-être était-il caché. Je misais sur la 2e option. Êtes-vous déjà allé à la cité du labyrinthe, princesse? Non, c'est la première fois que je quitte mon royaume.
J'ai beaucoup appris sur la cité du labyrinthe grâce à mon frère aîné, qui s'y est entraîné pendant un temps. D'après la princesse Messia, les habitants du royaume de Nolork se rendaient régulièrement à ces livras pour se procurer des épines de Nolork, un ingrédient utilisé pour la fabrication d'un répulsif contre les monstres, et s'entraînaient souvent dans le labyrinthe avant de revenir. Il y avait aussi une recette pour un répulsif contre les monstres à base d'épines de Nolork dans un de mes livres. D'après les explications du livre, le répulsif fabriqué avec cette recette particulière était moins cher et plus durable que les autres variétés. Tandis que j'écoutais cette conversation, nous arrivâmes aux portes de la cité du labyrinthe. Une foule nombreuse de curieux s'agitait, probablement parce que les golems géants s'étaient soudainement déplacés récemment. Nous pûmes néanmoins franchir les portes sans trop de difficultés. Où allez-vous donc? La résidence officielle du vice-roi, qui faisait également office de bureau gouvernemental, se trouvait à gauche de la grande place, au-delà de la porte. À droite se trouvait la guilde des explorateurs. À environ 100 mètres le long de la route principale, droit devant, se trouvait la résidence personnelle du vice-roi, un palais entouré de remparts. D'après ma carte, le bâtiment ressemblant à un château visible au sud-ouest était la garnison de l'armée du labyrinthe. On m'a informé que le vice-roi nous préparerait une chambre dans sa maison d'hôte, mais il serait impoli de faire irruption sans présentation préalable. Nous devrions aller au bureau et signaler notre arrivée avant notre visite. Sur ces mots, la chevalier, au caractère rigide, guida son cheval vers la gauche. Nous garâmes notre carrosse devant l'entrée du bureau du gouvernement, et j'accompagnai le chevalier à l'intérieur. J'étais là pour lui remettre une lettre en plus de l'escorter. Rayleigh, le deuxième fils du vice-roi, que nous avions secouru alors qu'il était à la dérive en mer, m'avait écrit une lettre de recommandation pour son père, et j'avais également rédigé mon propre mot de bienvenue. Il serait normalement impoli pour un vice-roi de ne pas saluer un noble en visite, mais lui et sa femme étaient actuellement absents de ces livrats, c'est pourquoi j'ai écrit un mot de bienvenue. D'après Rayleigh, le vice-roi remplaçant était un noble de haut rang, jouissant d'un grand prestige et d'un grand pouvoir, originaire de la capitale royale. Les cadets de Rayleigh vivaient à Labyrinth City, tandis que ses aînés vivaient dans l'ancienne capitale. Princesse Messia du royaume de Nolork, dites-vous? Un clerc d'âge mûr regarda le chevalier avec une confusion croissante. La chevalière hocha brièvement la tête, l'air mécontent. Veuillez patienter un instant, le temps que nous préparions une salle de réception. Le clerc envoya un assistant préparer une salle pendant qu'il consultait un planning. Je crains que son nom ne soit pas sur cette liste. Veuillez vous adresser au vice-roi par intérim Sokel. Sir Sokel n'est pas encore arrivé. Encore? Le vice-roi et sa femme sont pressés de revenir. Je suis sûr que Sokel est dans un bordel. Ramenez-le, même s'il est en laisse. Tandis que le clerc fronçait les sourcils, j'entendis ses ordres siffler à son subordonné grâce à ma ouïe aiguë. À en juger par le bruit, ce Sokel ne faisait pas son travail, il n'était donc pas encore prêt à recevoir la princesse Messia. Peu après, un membre du personnel vint annoncer que la salle de réception était prête. Nous allons prendre congé ici, alors. Puisque nous avions conduit la princesse Messia là où elle devait aller, je me suis dit que mon groupe pouvait être en route. Quoi? Tu pars déjà, Sir Satou? Je souhaite encore parler à Arisa et Dame Missanaria. Princesse, ne les dérangez pas trop, gronda doucement la nourrice. Princesse Messia, vous séjournez aussi à Labyrinth City, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous pouvons nous revoir quand nous le souhaitons. Dès que nous aurons trouvé un logement, nous vous contacterons. Après que la princesse Messia se soit dirigée à contre-cœur vers la salle de réception avec sa suite, nous nous sommes dirigés vers le guichet pour parler à un fonctionnaire. Me remarquant, le commis d'âge mûr s'est précipité dehors. La princesse a-t-elle été offensée d'une manière ou d'une autre? Non, non, je suis simplement ici pour remettre une lettre au vice-roi. Après avoir rassuré le commis, j'ai sorti un paquet scellé, enveloppé dans du tissu, de ma poche de poitrine. Il contenait ma lettre de salutation et la lettre du deuxième fils du vice-roi, Rayleigh. Le commis, d'une politesse méticuleuse, accepta les lettres et les déposa sur un plateau délicatement ouvragé. Soudain, ses épaules tressaillirent. Dalton, est-ce à cause de ce jeune homme que vous m'avez traîné ici pendant mon jour de congé? Une voix autoritaire derrière moi me fit me retourner. Un jeune homme d'une vingtaine d'années se tenait là, son beau visage déformé par le mécontentement, me regardant d'un air scrutateur. C'était le vice-roi par intérim, Sokel. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire de la baronnie de Munno. Quoi, un simple chevalier héréditaire? Je m'attendais à un noble d'un royaume misérable, mais... Sokel se figea soudain, le regard noir. Pendragon, vous dites? Son expression de dégoût s'évanouit, remplacée par une haine profonde. Je n'avais jamais rencontré cet homme auparavant, alors pourquoi me regardait-il comme si j'avais tué l'un de ses parents? Ce traître qui s'est attiré les faveurs d'un héros et s'est moqué de son Altesse? Il semble y avoir un malentendu.
La seule personne que j'avais rencontrée qu'un noble du royaume de Shiga appelait « Son Altesse » était probablement le prince Charoric, que j'avais croisé dans l'ancienne capitale. C'est à cause de vous que Son Altesse a perdu l'épée sacrée Clédiam Solui et sa position parmi les 8 épéistes de Shiga. Pardon, quoi? Ce serait une chose s'il blâmait mon pseudonyme, Nanashi le héros, mais en tant que Satu, je n'avais pratiquement eu aucun contact avec le prince. Et si Clédiam Solui était bel et bien dans mon entrepôt, la version officielle était que l'imitation que j'avais rapportée au royaume était l'authentique. Par « perdu », il voulait probablement dire qu'elle avait été retirée des mains du prince. J'avais entendu dire que, suite à l'incident du démon jaune dans l'ancienne capitale, le prince avait été renvoyé chez lui pour se reposer et guérir, mais j'ignorais qu'il avait perdu son statut de 8 épéiste de Shiga. Mes excuses, mais je ne vois pas à quoi vous faites référence. J'ai eu l'honneur de parler à Son Altesse à 2 reprises, une fois au banquet dans l'ancienne capitale et une fois au temple Teunion, mais je ne crois pas avoir interagi avec lui autrement. Il me semblait pourtant qu'il avait agi comme si je l'avais offensé à chaque fois. Des excuses, hein, espèce de minable. C'est une lettre? D'abord tu flattes le héros. Maintenant tu t'en prends au vice-roi? Au milieu de sa tirade, Sokel s'empara de mes lettres sur le plateau du commis d'Ajmur, les agitant avec colère. Le commis et les autres fonctionnaires grimacèrent tous devant son impolitesse. Ma lettre était une chose, mais je préférerais qu'il cesse de critiquer celle de Rayleigh au vice-roi. Excusez-moi, cette lettre est... J'allais préciser qu'elle provenait du fils du vice-roi, mais un tiers intervint. C'est amplement suffisant, en effet. Un vieux noble rondouillard et doux apparut, parlant d'une manière étrange. Il semblait affectionner le vert émeraude. Ses vêtements, ses accessoires et même les objets qu'il transportait étaient tous de la même teinte. Il portait même du rouge à lèvres et du vernis à ongles verts, ce qui était impressionnant. D'après l'art, il était l'ancien comte d'une famille estimée vivant à ses livras. Son étrange façon de terminer ses phrases m'était familière, alors je vérifiais son origine ethnique et son statut, mais il semblait être un humain parfaitement normal, non possédé. C'était probablement impoli de ma part de le soupçonner d'être un démon simplement parce qu'il répétait, en effet, à plusieurs reprises. Conseiller Poputema, le greffier d'Ajmur parut soulagé de voir le noble vêtu de vert. Sokel, quant à lui, fronça les sourcils, visiblement peu enthousiasmé par cet homme. Il ne faut surtout pas traiter une lettre comme celle-là avec autant de brutalité. Le noble lui arracha la lettre des mains. N'ayez crainte, je ne manquerai pas de la transmettre au vice-roi. Merci beaucoup. Il me sembla que le sourire du conseiller Poputema n'atteignait pas ses yeux, mais cela m'importait peu tant que la lettre de Rayleigh parvenait à ses parents. Je me contentais donc de m'incliner pour le remercier. HMPH. J'en ai assez. Lassé d'être ignoré, Sokel se précipita vers la salle de réception, furieux. J'étais un peu inquiet que la princesse Messia ait affaire à cet homme, mais elle était accompagnée de sa sévère chevalière et de sa nourrice. Je pensais qu'elle s'en sortirait. Je présentais mes excuses aux conseillers et aux autres fonctionnaires pour le chahut et m'excusais. Mais qui nommerait quelqu'un d'aussi grossier et irascible que Sokel vice-roi par intérim? Désolé, Rayleigh, mais je ne pense pas que ton père, le marquis Ashinen, soit un homme d'État très compétent. À ce rythme-là, j'étais un peu inquiet pour notre séjour à Labyrinth City. Tiens, on devrait d'abord aller à la guilde et s'inscrire comme aventurier. Dès que nous avons quitté le bureau et remonté dans la calèche, Arisa s'est mise à bondir avec excitation. Ne devrions-nous pas trouver une auberge avant? De toute façon, c'est explorateur, pas aventurier. Et puis, on commencera comme aventurier de rang F. Et puis quelques vilains aventuriers de niveau intermédiaire diront, ce n'est pas un boulot pour les gamines, compris? Et on les bottera sur le champ. Je ne pense pas que quiconque dirait une chose pareille à un noble, vous savez. Et pourquoi le rang F? L'alphabet romain semblait exister ici grâce aux héros et aux réincarnations du passé, mais il me semblait si obscur que je doutais qu'ils l'utilisent pour les rangs. Et puis, une fois qu'on aura capté l'attention de tout le monde, on ira dans le labyrinthe et on obtiendra des résultats inattendus de la part d'une bande de nouveaux, et ça fera flipper la réceptionniste. Pourquoi vouloir faire flipper qui que ce soit? Alors il y aura un morceau d'un monstre super rare dans notre butin, ou quelque chose comme ça, et on sera convoqué au bureau du maître de guilde, et ils nous promouvront au rang C ou B d'un coup. Arisa respirait si fort en terminant sa petite fantaisie que tous les plus jeunes l'applaudirent. Lulu rigola. Maître, puis-je nous emmener à la guilde des explorateurs? Bien sûr, s'il vous plaît. Peu après, notre calèche fut garée derrière la guilde des explorateurs, près de la demeure du vice-roi. Il y avait un parking assez grand, et un membre du personnel de la guilde nous guida vers une place libre. Une adorable petite fille, peut-être la fille du membre du personnel, s'occupait des chevaux. J'y vais, cria Arisa en se précipitant vers l'entrée, suivie de près par Pochi, Tama et Mia. Attendez, monsieur, c'est pas juste.
Conformément à mes instructions, Lisa et Nana ont remis les rênes de leur rhinosaure pour aller surveiller le groupe des plus jeunes. En regardant autour de moi, j'ai constaté que la plupart des autres calèches avaient encore leur cocher, alors je me suis approché de la petite fille près des chevaux. Excusez-moi, je suis là pour inscrire ces filles. Ça vous dirait de surveiller notre calèche et nos rhinosaures un moment? Bien sûr, monsieur. Monsieur. Elle est devenue toute rouge et a baissé les yeux, gênée d'avoir omis un mot. Merci, ai-je dit en lui tapotant doucement la tête et en lui donnant un pourboire. Allons-y, Lulu. Oui, maître. Je me dirigeais vers l'entrée de la guilde des explorateurs, suivi de Lulu en tenue de femme de chambre. Malgré la chaleur du début de l'été, l'intérieur de la guilde était agréablement frais. Le sol en marbre ressemblait au hall d'entrée d'une grande entreprise. À droite de l'entrée se trouvait une sorte de cabine de conférence où un membre du personnel et de riches marchands tenaient une réunion. Plus loin, un comptoir, comme dans une banque, avec 8 guichets, mais seulement 2 réceptionnistes. L'une était une femme d'une vingtaine d'années à l'air sérieux, tandis que l'autre était un bel homme d'une trentaine d'années. Arisa et les autres discutaient déjà avec la réceptionniste. Il ne semblait y avoir aucun autre client pour le moment. Le réceptionniste les observait avec un sourire. Vite, vite, maître, par ici, monsieur, ici. Les jeunes filles, enthousiastes, m'appelèrent au comptoir, où la réceptionniste sourit. Bienvenue, chevalier. Je m'appelle Kenna et je m'occupe de vous aujourd'hui. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez vous inscrire. Souhaitez-vous une inscription normale ou spéciale? Je n'en avais entendu parler ni par les maîtres elfes ni par les explorateurs avec lesquels je m'étais lié d'amitié dans la vieille capitale. Je supposais qu'Arisa lui avait déjà dit que j'étais chevalier. Quelle est la différence? Avec une inscription spéciale, vous pouvez immédiatement recevoir votre badge d'or, qui vous identifie comme explorateur. Contrairement à l'inscription normale, il y a des frais, mais le badge d'or est un outil magique qui nous transmet périodiquement votre position exacte. Si vous indiquez l'heure de votre retour prévu en entrant dans le labyrinthe, une équipe de secours pourra utiliser ce signal pour venir vous chercher si vous n'êtes pas revenu après un certain délai. Diffuser ma position? Non merci. De plus, comme le signal de localisation n'était envoyé que quelques fois par jour, j'avais l'impression qu'il servait davantage à recueillir des restes qu'à secourir qui que ce soit. Nous n'avons pas l'intention de nous aventurer trop loin dans le labyrinthe, alors nous allons nous en tenir à l'inscription normale, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Puis-je avoir tous vos noms, s'il vous plaît? Pour une raison inconnue, nous n'avons pas eu besoin de présenter de documents, et j'étais curieux de savoir pourquoi. Vous n'avez pas besoin de voir de pièce d'identité? Non, nous avons juste besoin d'un nom pour l'enregistrement initial. Certains explorateurs préfèrent utiliser un pseudonyme ou un faux nom. Tiens, il ne semblait pas trop strict. Le labyrinthe ressemblait à une mine nationale produisant des ressources, alors j'ai été surpris qu'il ne contrôle pas l'entrée un peu plus rigoureusement. Alors, ces 8 noms sont-ils corrects? Alors que j'ouvrais la bouche pour confirmer, quelqu'un d'autre a surgi. Attendez, permettez-moi de m'inscrire aussi, non? C'était la princesse Messia, que je croyais encore au bureau du gouvernement. Dame Ravna n'est-elle pas avec vous, princesse? Elle s'est battue avec un noble grossier. J'en ai profité pour me faufiler ici et m'inscrire. Astucieux, non? Je me doutais que la sévère chevalière Ravna ne s'entendrait pas avec Sokkel, mais c'était un peu inquiétant qu'elle ait été si absorbée par sa dispute qu'elle ait laissé sa pupille s'enfuir. Mais ne serez-vous pas réprimandée pour vous être inscrite sans permission? Je serai majeure l'année prochaine, non? Et mon père a dit qu'il m'autoriserait à m'inscrire si je ne fais rien d'autre. Donc, tout devrait bien se passer, non? Si elle a la permission de son tuteur, je suppose que c'est bon. Veuillez inscrire Dame Messia ici aussi, alors. Déposant une bourse contenant la quantité de pièces nécessaires sur la table, j'ai ajouté dans un murmure, un insigne en or pour son Altesse, s'il vous plaît. J'étais sûre qu'une princesse n'aurait pas besoin d'une simple carte d'identité. Ainsi, si la princesse Messia échappait à nouveau à ses gardes et s'engageait dans le labyrinthe, il pourrait la retrouver grâce au signal du badge doré. Certainement, monsieur. La réceptionniste demanda à la princesse son nom complet, son âge et le lieu prévu de son séjour, notant le tout dans un registre. On était loin de l'enregistrement habituel, qui ne demandait qu'un nom. Il faudra un certain temps pour obtenir le badge doré, nous le ferons donc envoyer à la maison d'hôte du vice-roi demain. Parfait, je vous remercie. La princesse acquiesça joyeusement. Votre Altesse, le chevalier au visage sévère fit irruption dans le bâtiment assez vite pour enfoncer la porte. C'était rapide, non? Je n'en attendais pas moins de vous, Ravna. Elle avait dû remarquer que la princesse était partie et venir la chercher. Mais vous auriez pu me laisser un peu plus de temps, non? Grommela la princesse. Venez avec moi, votre Altesse. Très bien. Arisa, Dame Missanaria, nous nous reverrons, non? Et, Sir Satou, je vous remercie pour votre aide. Puisqu'elle m'avait déjà remercié de les avoir amenés à Labyrinth City, ce remerciement devait être pour avoir payé le badge d'or.
Nous avons raccompagné la princesse et ses compagnons jusqu'à la porte, puis sommes retournés voir le caissier. Toutes mes excuses pour l'interruption. Oh, ce n'est pas un problème. Après mes excuses, nous avons repris la procédure. Voici vos badges en bois. Elle nous tendit de fines plaques de bois, chacune munie d'une ficelle. Elles étaient marquées de la date du jour et d'un numéro d'identification à 3 chiffres. Pour l'instant, ceci est votre identification d'explorateur. Les badges en bois sont réservés aux explorateurs débutants. Si vous entrez dans le labyrinthe et revenez avec 5 noyaux de monstres ou plus par personne, vous deviendrez officiellement explorateur et recevrez vos badges de bronze. Les badges d'identification étaient de 5 types: bois, bronze, grenat, mithril et or. Les badges grenat étaient réservés aux explorateurs de niveau intermédiaire capables de rapporter un certain nombre de noyaux chaque mois, tandis que les badges mithril étaient réservés aux explorateurs d'élite capables de vaincre un maître de zone. Le badge d'or, comme expliqué précédemment, était réservé aux nobles ou à toute autre personne suffisamment riche pour payer généreusement la taxe. Sachez que si vous ne rapportez pas un seul noyau dans les 2 mois, le badge en bois ne sera plus valable. Ils avaient donc l'intention d'éliminer tous ceux qui ne demandaient qu'un badge d'identification. Maintenant que nous avons ces badges, est-ce que cela signifie que nous pouvons entrer dans le labyrinthe? Oui, vous pouvez. La réceptionniste sourit et hocha la tête. Mais assurez-vous de préparer vos provisions et votre équipement d'abord, d'accord? Oui, madame. Oui, bien sûr, monsieur. Les voix enthousiastes des jeunes membres de l'équipage emplissaient le hall de la guilde. Ils ne semblaient pas prêts à attendre le lendemain pour pénétrer dans le labyrinthe. Vu leur impatience, je décidai que nous pourrions jeter un coup d'œil à l'intérieur une fois que nous aurions trouvé une auberge et un emplacement pour nos montures et notre carriole. Cette chambre est plus agréable que je ne l'espérais. Sur recommandation de la guilde des explorateurs, nous avons pris une chambre dans une auberge de luxe appelée la Lame de la Gloire pour 5 jours et 6 nuits. Ils étaient réputés pour l'excellence de leurs soins aux chevaux et aux carrioles, ainsi que pour leur célèbre plat d'agneau. La chambre coûtait 2 pièces d'or par nuit, mais vu qu'elle était pour 8 personnes, ce n'était peut-être pas si mal. Il y avait des bâtiments séparés, un réservé aux humains et un autre aux demi-humains, probablement pour éviter tout conflit. Appelle-moi dès que tu auras enfilé ton armure, d'accord? Je vais prendre un thé au café près du hall en attendant. Sur ce, je me suis précipité hors de la pièce tandis que le reste du groupe commençait à se déshabiller pour se changer. Je devrais peut-être leur apprendre un peu plus de pudeur. Je voyais l'écurie par la fenêtre du hall, alors je suis entré pour y jeter un coup d'œil. Fidèles aux éloges de la guilde des explorateurs, nos chevaux et nos rhinosaures semblaient plutôt satisfaits. Comme j'avais remplacé mon chariot flottant par un modèle normal et identique, fabriqué pour des occasions comme celle-ci, je n'avais aucune crainte que mes secrets soient découverts. Grâce à ma compétence, contrefaçon, il affichait même les mêmes petites taches et rayures. Je suis vraiment désolé, monsieur. Votre chariot sera nettoyé dès le retour de notre spécialiste. Tout va bien, je vérifiais juste l'état des chevaux. Après avoir rassuré le maître d'écurie, je suis allé au café boire du thé. Il était préparé avec d'excellentes feuilles de thé, dignes d'une auberge de luxe. Toutes nos excuses pour l'attente, maître. Après que Lisa soit descendue me chercher en armure, je suis retourné avec elle dans la chambre. Elle était équipée de sa lance criquet adorée, comme toujours, mais le reste de son équipement avait été récemment confectionné pour le labyrinthe. Cette nouvelle armure vous va à ravir. Merci, monsieur. Lisa est devenue rouge vif lorsque je l'ai complimentée sur sa nouvelle apparence. À première vue, c'était une simple armure légère en cuir blanc, avec des carapaces de scarabées géants pour le plastron, les épaulières, etc. Mais elle était en réalité bien plus résistante que les armures lourdes des chevaliers Shigan. L'extérieur était recouvert de cuir de triton dur, mais en dessous se trouvait la peau incroyablement robuste du poisson monstre géant Topkezera. J'avais ajouté une fine veste en oricalque pour me protéger des attaques de classe épée sacrée. C'était peut-être un peu excessif, mais je voulais tout mettre en œuvre pour protéger mes amis. Les pièces de carapace n'étaient que des décorations, susceptibles de se briser sous l'impact d'un coup de feu ou de canon. J'avais un peu pratiqué ma compétence métallurgie pour réaliser quelques motifs simples sur l'extérieur. Maître, nous entrerons un par un, veuillez donc examiner chacun d'entre nous, je vous prie. À entendre les choses, j'allais assister à un petit défilé de mode. Lisa fut la première, suivie de Nana. Je protégerai mes camarades avec mon bouclier en alliage d'adamantite, je le jure. Nana prit une pose chevaleresque et prononça sa réplique d'un ton monocorde. On aurait dit le genre de scène qu'on voit lorsqu'on acquiert un nouveau personnage dans un RPG mobile. L'équipement de Nana était similaire à celui de Lisa, mais au lieu de la veste, elle portait une lourde cotte de mailles en oricalque. Et ces pièces de carapace n'étaient pas que pour la frime, elles étaient renforcées par des feuilles d'alliage d'adamantite. Son bouclier était également en adamantite,
mais je l'avais recouvert d'une carapace de menthe religieuse. Comme Lisa, elle portait toujours la même arme, une épée magique. J'avais fabriqué un nouveau fourreau assorti à son armure et à son bouclier. Difficile à dire sans y regarder de plus près, mais j'avais décoré l'armure de Nana d'une volée de poussins. Oui, tu as l'air très forte et fiable. Merci pour l'évaluation, je te le dis. C'était difficile à dire, mais je pense qu'elle était un peu timide. Tada, tada dada, monsieur. Tama et Pochi entrèrent ensemble dans la pièce, prenant leur pose caractéristique. Elles allaient clairement rester ainsi jusqu'à ce que je les complimente. Vous êtes tous les deux très cool et mignons. Laissez-moi les attaquer, monsieur. Tama ricana timidement, et Pochi se mit à boxer sur le champ pour montrer qu'elle était prête à en découdre. Leurs armures étaient très similaires, à quelques différences près. Pochi était équipé d'une version beaucoup plus petite du bouclier de Nana, et le bouclier et le plastron étaient décorés de jolies empreintes de pattes. Tama possédait deux épées magiques identiques, et au lieu de carapaces décoratives, elle portait des objets magiques à froufrou, créant une fine barrière magique glissante. Malheureusement, ce n'était pas moi qui avais créé ce truc, mais la réutilisation d'un objet trouvé sur l'un des navires que nous avions récupéré sur la route du sucre. Normalement, on l'utilisait pour réduire la friction entre le navire et l'eau, augmentant ainsi la vitesse. Compliment. Mia apparut ensuite, effectuant une petite pirouette. Elle portait un short sous sa mini-jupe pour éviter que ses sous-vêtements ne se voient, du moins, c'était l'idée. J'ai cru apercevoir quelque chose de rayé, mais ce devait être le motif du short, j'en étais sûre. Tu es mignonne comme une princesse, Mia. Puisqu'elle avait exigé des compliments si directement, je lui ai fait un compliment cliché. Sa nouvelle armure aurait parfaitement trouvé sa place dans une série de Magical Girls, une robe à froufrou recouverte d'un plastron rigide. L'extérieur de l'armure était en fibre Yuria, le même matériau que mes robes, tandis que l'intérieur était doublé d'un tissu fabriqué à partir de la peau argentée du poisson monstre géant. On disait que la peau d'argent était capable de repousser même la magie légère avancée et les épées sacrées. Dans un jeu, les personnages d'arrière-garde portent normalement des armures fines comme du papier, mais dans ce cas précis, les défenses de Mia étaient tout aussi efficaces que celles des filles bêtes. Pour son arme, je lui avais fabriqué un joli bâton en bois d'une branche d'arbre-montagne, mais c'était surtout pour la forme. Dans le labyrinthe, je lui ferai utiliser des armes comme les bâtons de feu et les bâtons de tonnerre, qui ne nécessitaient pas de champ. Si elle devait utiliser la magie de l'eau ou de l'esprit, j'avais fabriqué un bâton en bois de l'arbre-monde. Le bâton, fait de la branche claire vert émeraude scintillante de l'arbre-monde, était difficile à utiliser. Il ne serait pas d'une grande utilité pour Mia ou Arisa pour l'instant. Après Mia, Lulu entra dans la pièce. Maître, pensez-vous vraiment que quelqu'un comme moi devrait porter des vêtements aussi mignons? L'armure que j'avais confectionnée à partir d'une tenue de servante ressemblait à un cosplay de servante de combat, mais elle ne faisait que renforcer les charmes débordants de Lulu. Je suis contente de l'avoir fait. Maître, c'est un peu gênant si vous continuez à me fixer comme ça. Oups, j'avais contemplé le chef-d'œuvre Lulu si longtemps qu'elle a dû m'arrêter elle-même. Désolée, ça te va vraiment, vraiment bien. Je n'avais jamais été aussi douloureusement consciente de mon manque de vocabulaire. Si seulement j'étais poète, je pourrais chanter les louanges du cosplay de servante miraculeuse de Lulu. Merci, monsieur, même si c'est juste pour être gentille, je suis ravie de l'entendre. Non, je le pense vraiment, lui ai-je assuré fermement. L'équipement de Lulu était fait du même matériau que celui de Mia. Cependant, comme elle avait appris les arts de l'autodéfense au village des elfes, j'espérais qu'elle pourrait théoriquement protéger le reste de l'arrière-garde, alors j'ai augmenté la densité de la fibre de peau d'argent pour améliorer encore sa défense. En plus, j'ai cousu le cercle magique, renforcement du corps, et d'autres runes sur ses vêtements. Je n'avais pas fait ça pour l'équipement des autres filles, car soit elles possédaient déjà cette compétence, soit elles gagneraient plus lentement en compétence et en expérience, soit cela risquait de gaspiller leur magie. Pour son arme, j'avais décidé de ne pas lui donner le petit canon magique que j'avais transformé en fusil de sniper magique, même si je la laissais l'utiliser sur la route sucre. Il était trop puissant pour être utilisé dans un espace confiné, et il fallait des pièces bleues pour tirer rapidement. À la place, j'ai essayé de fabriquer un fusil à bâton de tonnerre. C'était une création personnelle, un pistolet doté des mêmes mécanismes qu'un bâton de tonnerre, mais qui permettait aussi de régler l'intensité des balles de tonnerre. Tada, c'est le moment que vous attendiez toutes, la star du spectacle, Arisa. Personne dans toute la galaxie ne peut résister à cette mignonnerie. L'équipement d'Arisa était le même que celui de Mia, juste avec des couleurs différentes. Ouais, impossible de résister, vraiment. Avec une réponse hésitante, j'ai distribué des capes assorties à tout le groupe. Elles avaient toute une base bleue, avec le symbole de la famille Pendragon brodé dans le dos et sur la poitrine gauche.
Elles étaient faites du même tissu que les vêtements de l'arrière-garde, avec des protections contre le froid, la chaleur, la transpiration, etc., cousues à l'intérieur. J'avais fait l'extérieur de la même couleur pour qu'il soit facile à repérer, mais la doublure intérieure était différente pour correspondre au goût de chacun. Et, pourquoi suis-je la seule à être balayée comme une ordure? Ne me fais pas bouder. Arisa gonfla les joues en signe de protestation. Désolée, désolée. Ton nouveau look est magnifique aussi, Arisa. Je ne serais pas surprise que tu sois repérée pour la télé. Et, tu crois? Parce que moi aussi, lorsque j'ai cédé et que je l'ai complimentée, Arisa a bombé le torse fièrement et a repris la pose. Allez, Arisa, enfile vite ta cape, monsieur. Labyrinthe. Les autres jeunes filles la bombardèrent. Ah oui, j'allais oublier. Arisa enfila sa cape avec un air théâtral. Maître, tu dois équiper ton épée si tu veux l'utiliser, je te conseille. Avec la voix d'une armurière de jeux vidéo, Nana me tendit mon épée de fée. D'habitude, je ne la portais pas sur moi, car elle était lourde et risquait d'abîmer mes vêtements. Mais je me suis dit que je pourrais l'équiper pour nos grands débuts d'explorateur, alors j'acceptai l'épée des mains de Nana et accrochai le fourreau à ma ceinture. Oui, tu as l'air viril, c'est sûr. Arisa croisa les bras et hocha la tête d'un air entendu. De chaque côté d'elle, Tama et Pochi imitèrent le mouvement, hochant la tête à l'unisson. Bon, en route pour le labyrinthe. Se précipitant vers la porte, Arisa leva le poing d'un air théâtral. Oui, sire, allons-y, monsieur. Labyrinthe. Le groupe des plus jeunes mena la charge à la sortie de l'auberge. Nous prenions une calèche affrétée de l'auberge jusqu'à la porte ouest menant au labyrinthe. Fidèle à son nom, les rues de la cité du labyrinthe étaient nombreuses et complexes, donnant une impression de labyrinthe. C'était probablement pour gagner du temps au cas où des monstres s'échapperaient du labyrinthe. D'après ma carte, hormis la grande rue principale reliant les portes nord et sud, la ville entière était tout aussi complexe. Cependant, je semblais être la seule à m'intéresser autant à son agencement. Le reste du groupe pensait déjà au labyrinthe. Tiens, c'est la première fois que je vais dans un vrai labyrinthe. Tu crois que ce sera un peu comme le terrain d'entraînement des Spriggans? Le terrain d'entraînement auquel Arisa faisait référence était une installation conçue pour imiter un labyrinthe et permettre aux Spriggans, amateurs d'exploration, de s'entraîner. Les professeurs elfes y avaient emmené les filles pendant que je m'occupais de l'incident des méduses. D'après ce que j'ai entendu, c'était Trazayuya qui avait aussi fabriqué le berceau. Pas du tout, ce n'est pas un terrain de jeu, monsieur. C'est un vrai champ de bataille, palpitant et terrifiant, monsieur. Tama et Pochi se levèrent, l'air fier et supérieur. Ils étaient rarement comme ça. C'était plutôt mignon. Vous deux, essayez de rester calmes. À ce rythme-là, vous allez vous blesser dans le labyrinthe. Oui, monsieur. Lisa les a froidement dégonflés. Mia et Lulu étaient silencieuses, peut-être même nerveuses. Nana fonctionnait à son rythme habituel, donc elle allait probablement bien. Tandis que le groupe continuait de discuter, notre calèche est bientôt arrivée sur la place devant le labyrinthe. La place était assez grande pour accueillir plus d'1 millier de personnes, avec un bâtiment blanc qui se démarquait. C'est la Guilde de l'Ouest. C'est l'endroit le plus animé de Selivra, a expliqué un explorateur d'âge mûr à notre passage, fixant le bâtiment comme des touristes. Je comprenais sa fierté. C'était un bâtiment impressionnant, presque un petit palais. Après avoir admiré le bâtiment de la Guilde des explorateurs de l'Ouest, nous avons naturellement commencé à observer les gens qui allaient et venaient. Waouh, regardez toutes ces jolies armures. Tellement chic, on dirait des oiseaux, monsieur. Kabuki, je ne savais pas où Mia avait appris ce terme, mais dans l'ensemble, j'étais d'accord avec les commentaires des filles. Beaucoup d'explorateurs portaient des armures faites à partir de morceaux de monstres, mais je ne comprenais pas pourquoi tant d'entre eux les décoraient de plumes et autres protubérances. Peut-être était-ce pour intimider les monstres? Certains de ces équipements sont plutôt étranges. C'est peut-être une armure temporaire, je vous le propose. Lisa et Nana semblaient elles aussi déconcertées. Les explorateurs de Labyrinth City portaient des armures très particulières. Plus ils étaient jeunes, plus il y avait de chances qu'ils portent un équipement étrange. Certains avaient des morceaux de bois ou d'os cousus à leurs vêtements pour se protéger, tandis que d'autres portaient des lances avec une pointe de hache ou un os aiguisé. Peut-être n'avaient-ils pas assez d'argent pour s'acheter une armure digne de ce nom. Même les chasseurs de monstres de Puta avaient de meilleures armures, si je me souviens bien. Les explorateurs qui participaient au tournoi dans l'ancienne capitale avaient l'air plutôt normaux, donc au moins certains des explorateurs les plus expérimentés avaient le sens du bon goût. Il y a aussi beaucoup de races différentes. J'ai hoché la tête vers Lisa. Je vois des hommes bêtes et même des hommes écailles. Contrairement à d'autres villes, il y avait ici beaucoup de demi-humains, leur race étant exposée. Ceux qui portaient des capuches étaient généralement des hommes fées, des mages ou des nobles. Il y avait aussi beaucoup de blessés. J'ai vu pas mal de gens dont le visage ou des parties du corps étaient couverts de bandages sales.
Maître, beaucoup de ces gens semblent blessés. Lulu avait l'air inquiète en regardant tous ces gens avec des bandages ou des cannes. C'est vrai, il y a probablement un nombre limité de prêtres et de mages disponibles, et utiliser des potions magiques régulièrement coûte cher. Nous avions des potions magiques maison que nous pouvions utiliser quand nous le voulions, plus celles de Mia et la mienne, donc tout devrait bien se passer. D'après mon art, la plupart étaient simplement blessés, mais quelques-uns avaient des statuts alarmants comme addicted, potion démoniaque. L'expression « potion démoniaque » me semblait familière. Les elfes de la forêt de Bolénan avaient parlé d'un médicament interdit. Il y avait une recette dans leurs archives secrètes, mais comme ils la déconseillaient, je ne l'ai jamais lue. À mon avis, les drogues dangereuses n'avaient pas leur place dans un monde fantastique. D'accord, allons à la porte. On ne traîne pas. Je voulais jeter un coup d'œil à la guilde, mais comme il y avait beaucoup de monde, j'ai laissé le groupe des plus jeunes nous guider vers la porte ouest qui reliait le labyrinthe. Un mur d'environ 1 mètre de haut bordait le chemin menant à la porte ouest, puis des escaliers descendant une pente raide de la taille d'un terrain de sport scolaire. Cela me rappelait une salle de concert en plein air. La porte se trouvait tout en bas de l'escalier. De là, les marches feraient presque 2 mètres de haut chacune, alors nous avons pris un escalier étroit près d'un chemin bordé d'étals. C'était le chemin que la plupart des gens empruntaient pour entrer dans le labyrinthe. Toutes sortes de vendeurs essayaient de nous interpeller sur notre passage. Seigneur noble, avez-vous assez d'eau et de conserve? Un repas ne coûte qu'une pièce de cuivre. Qu'en dites-vous, monsieur le noble? Que diriez-vous d'une lanterne et d'un peu d'huile de gobelin? Sympa et pas cher. Imbécile, un noble n'utiliserait pas d'huile aussi odorante. On a de l'huile de bête normale par ici, monsieur. Vous, jeune noble, pourquoi ne pas toucher à notre boîte à objets pour vous porter chance avant de monter de niveau? C'est une pièce d'argent par personne, mais avec un peu de chance, vous ou l'une de ces charmantes demoiselles pourriez acquérir la compétence « boîte à objets » plus tard. Quel bruit! Quelques-uns ont attiré mon attention, mais si je parlais à l'un d'eux, ils m'encerclaient tous. Je les ai ignorés et j'ai continué mon chemin. Salut, nouvel explorateur. Tu n'as pas besoin d'une carte du labyrinthe? Cette fois, un jeune homme plutôt rustre s'est approché de moi avec une carte. J'avais déjà la fonction carte de mon menu, alors j'ai tenté de le dépasser. Attendez une seconde, notre carte n'est pas comme toutes les autres, vous savez. Elle contient des informations que j'ai recueillies auprès d'explorateurs à Badge Grenat. Sans réfléchir, je me suis arrêté net à l'inscription « Badge Grenat ». Si je me souvenais bien, les badges Grenat étaient réservés aux explorateurs plutôt expérimentés. Je me suis retourné pour faire face à l'homme. Combien? 3 pièces d'argent par carte. D'après ma compétence, estimation, la valeur marchande des cartes variait de 1 à 3 grosses pièces de cuivre. Quel vol! Je l'achète pour 3 grosses pièces de cuivre. Allez, c'est pas une offre affreusement basse? Alors je n'en ai pas besoin. Attendez une seconde, je vous la vends pour ça, juste pour une fois. Alors que je m'apprêtais à m'éloigner, l'homme a brusquement changé de ton. Nous vendons les cartes les plus précises de Labyrinth City. Si celle-ci vous est utile, n'oubliez pas d'acheter la prochaine chez nous aussi. J'ai échangé l'argent contre la carte, sur laquelle était inscrit section 1, d'une écriture maladroite. La carte elle-même n'était que lignes et symboles étranges, je n'en comprenais donc pas la signification. Comment la lis-tu? Le guide de lecture coûte 1 pièce de cuivre. C'est presque autant que ce que je l'ai déjà payé. L'homme a essayé de me soutirer plus d'argent, mais je l'ai convaincu de me la donner gratuitement. Que signifie cette marque? C'est une pierre de signalisation. D'après la longue explication du petit homme, les pierres de signalisation étaient autrefois laissées par les premiers explorateurs pour marquer les parties du labyrinthe qu'ils avaient déjà explorées. Elles étaient placées dans le labyrinthe à intervalles réguliers et gravées de 3 informations, le numéro de section, la distance par rapport à l'entrée et le numéro de série. De plus, elles avaient une autre caractéristique importante, elles émettaient une lumière rouge si des monstres approchaient et une lumière bleue si des humains approchaient. L'homme m'a expliqué que cela permettait d'éviter que les explorateurs ne s'attaquent par erreur dans le labyrinthe sombre. Mais écoutez, monsieur, ce n'est pas parce que la pierre de signe brille en bleu qu'il faut baisser la garde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas que des explorateurs et des récupérateurs dans le labyrinthe, il y a aussi des voleurs, appelés pillards, qui ciblent les explorateurs. Maintenant qu'il le mentionnait, je me souvenais qu'un des professeurs elfes avait dit quelque chose de similaire dans la forêt de Bolénan. Si ces types arrivent, les pierres de signe brilleront toujours en bleu. Je vois. Donc, si tu baisses la garde parce que tu penses que ce sont juste d'autres humains qui arrivent, ils pourraient te sauter dessus. Que faire si tu es attaqué par ces pillards? Ce n'est pas une question facile. S'ils vous attaquaient d'emblée, dit l'homme, vous pourriez les tuer ou les capturer et les vendre comme esclaves criminels. Cependant, s'ils se faisaient passer pour amicaux, il serait difficile de les distinguer des explorateurs ordinaires. Par conséquent, à moins que les explorateurs que vous croisiez ne soient des visages familiers,
mieux valait rester sur ses gardes jusqu'à ce que vous ayez mis de la distance entre votre groupe et le leur. Bon à savoir. Merci. Satisfait, l'homme fit un signe de la main et regarda autour de lui à la recherche d'un nouveau client. Dès qu'il en trouva un et s'approcha, nous fûmes entourés de jeunes enfants vêtus trop petits pour eux. La place était plutôt animée, il faut bien l'avouer. Étaient-ils des mendiants, me demandai-je, ou peut-être des vagabonds? Curieux, j'examinai leurs informations détaillées et découvris que leur profession était « porteur de sacs ». Pour une raison inconnue, beaucoup d'entre eux étaient des filles de petite taille. Monsieur Noble, embauchez-moi. Engagez-moi, je travaillerai pour 2 pièces de cuivre par jour. Je prends 1 pièce de cuivre par jour. Et, n'essaie pas de me voler mon client. Si tu me nourris, je n'ai pas besoin d'argent. Je ferai tout ce que je peux. Les jeunes filles s'agitaient autour de moi. Si Ayato le héros était là, il crierait probablement « Pas de contact, Satou ». L'une des filles essaya de m'attraper par la manche, mais Lisa la repoussa doucement. « Écarte-toi, s'il te plaît ». Sous le regard noir de Lisa, les filles reculèrent légèrement, mais elles continuèrent leur baratin. Je ne voulais pas être trop dure et les faire fuir, mais elles n'étaient toutes que de niveau 1 ou 2, bien trop faibles pour qu'on les emmène dans le labyrinthe. Bientôt, j'entendis un gargouillement d'estomac parmi les petites filles. Sentant peut-être une âme sœur, Tama et Pochi levèrent vers moi des yeux suppliants. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Regardant autour d'elles, je vis une jeune vendeuse de manju se précipiter dans ma direction. C'était pratique. Tu veux un manju du labyrinthe? Il ne coûte qu'1 pièce de cuivre chacun, et ils vous rempliront l'estomac. C'était un plat populaire à Labyrinth City. Il était fait de farine de pommes de terre à l'extérieur et de pâte de haricots rouges, de pommes de terre et de haricots à l'intérieur. Cela me faisait plus penser à un manju grillé qu'à la version classique cuite à la vapeur. Ils étaient assez gros, donc ils devraient rassasier un enfant pendant un moment. Oh, des manju du labyrinthe. C'est mon premier repas depuis des lustres. Quel régal. On va se donner à fond pour vous, monsieur. Acceptant les manju du labyrinthe, les jeunes filles se mirent à les dévorer avec enthousiasme. Leur enthousiasme piqua suffisamment ma curiosité pour que j'en achète plusieurs pour mon groupe. Dégueulasse. C'était tellement mauvais que ça pouvait presque rivaliser avec les horribles plats de fruits gabos que j'avais mangés à Serious City. Si ces filles considéraient un aliment aussi dégueulasse comme une friandise, je m'inquiétais un peu de leur façon de manger d'habitude. Ça pique, monsieur. Pochi tira la langue et fit une grimace étrange. Manger le mélange rouge foncé de pommes de terre, de haricots et de je ne sais quoi d'autre dans la garniture semblait provoquer une légère paralysie. J'imagine qu'à Labyrinth City, il fallait se méfier des pièges, même dans la nourriture achetée dans la rue. Satou, fais-moi plaisir. C'était une phrase assez longue pour Mia, mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Jolie, lumière spirituelle. Elle semblait vouloir que je libère ma lumière spirituelle, que je gardais habituellement cachée. Par précaution, j'ai fouillé toute la carte, pour m'assurer que personne en ville ne possédait la compétence « vision spirituelle ». Ma lumière spirituelle était unique et accrocheuse, il fallait donc que je sois prudent. Juste au moment où j'allais faire ce qu'elle me disait, j'ai compris où Mia voulait en venir et j'ai activé ma « vision miasmatique ». Ouah, la plupart des aliments vendus dans cette rue étaient recouverts de miasmes noirs et moisis. Ils n'étaient pas particulièrement denses, ce qui explique sans doute pourquoi Mia a pensé que ma lumière spirituelle pouvait les repousser. Mia n'avait pas de « vision miasmatique », mais les esprits ne s'approchent pas avec beaucoup de miasmes, elle a donc dû remarquer quelque chose d'étrange. Jolie, dit Mia, émerveillée, en contemplant ma lumière spirituelle. Je n'en avais libéré qu'une petite quantité, mais cela avait suffi à dissiper tous les miasmes de la rue et du manju du labyrinthe que je tenais à la main. Il n'en restait même pas une miette. Que s'est-il passé? Demanda Arisa, curieuse. Je lui expliquai le problème du miasme. La nourriture vendue ici contenait probablement de la viande de monstres non purifiée. Cela expliquerait pourquoi près d'une personne sur 5 était intoxiquée par les miasmes ici. C'est quand même dégoûtant. Arisa avait raison, même débarrassé des miasmes, le manju du labyrinthe était toujours aussi dégoûtant. Je ne voulais pas le manger, mais je ne voulais pas non plus le jeter. Alors que je me demandais quoi faire, j'ai aperçu un enfant qui fixait le manju que je tenais à la main, alors je l'ai volontiers passé. Les déchets des uns étaient les trésors des autres, supposai-je. Bon, allons dans le labyrinthe. J'ai laissé les petites filles derrière moi et me suis dirigé vers la porte ouest. Pour une raison inconnue, les enfants ont essayé de nous suivre, mais je leur ai dit que nous ne pouvions pas les emmener et qu'ils devaient rester tranquilles. On dirait que les petites filles veulent se joindre à vous. Que faites-vous? Oh, taisez-vous. Arisa imitait un message système d'un RPG, mais je l'ai ignoré. Alors que les portes ouest se refermaient derrière nous, le groupe d'enfants semblait triste d'être abandonné, mais j'ai endurci mon cœur et refusé de faire demi-tour.